Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 12 juin 2026 et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. Hello Asma, comment ça va depuis Cannes? Ça va, mais on sort de 2 semaines de folie sur la Croisette, auxquelles ont suivi la 5e séance du Ciné-Club des Sikino, la fête de l'Aïd et un limbago. Donc disons que je suis encore en phase de redescente. Et toi? Oui, pareil, mais le limbago en moins. Tant mieux. Nous sommes officiellement de retour avec le format actualité après le Festival de Cannes et l'épisode spécial sur cette 79e édition est disponible depuis la semaine dernière sur toutes vos plateformes d'écoute favorites. Et j'en profite aussi pour rappeler que la dernière séance de la saison pour le Ciné-Club des Sikino arrive au cinéma Le Brady le 25 juin prochain à 20h30 avec un film à ne pas louper, La Maison et le Monde de Satyajit Ray. Classe comme dernier film. Ouais. Côté actualité, qu'est-ce que tu as repéré Asma? Quelque chose qui m'énerve. La façon dont l'actrice Janhvi Kapoor a été sexualisée dans Peddi, film telugu réalisé par Bucci Babu Sana, sorti la semaine dernière. Le débat a pris une ampleur monumentale après la sortie du métrage, dévoilant alors un personnage féminin qui n'est pas simplement condamné à être une jolie plante, mais qui glamourise aussi les comportements toxiques, voire le non-consentement. Oh là là, c'est clairement un sujet important. Il y a un problème incontestable avec la manière dont le cinéma indien populaire continue de filmer ses actrices comme des objets de désir, avant même de les filmer comme des êtres humains. Franchement, ça dit quelque chose de très fort sur le cinéma d'aujourd'hui. D'un côté, il y a des films qui se disent modernes, pan-indiens, ambitieux. De l'autre, dès qu'il s'agit d'une femme à l'écran, on retombe dans les mêmes mécanismes, les mêmes travers. Cadrage fragmenté, insistance sur les formes, fétichisation et survalorisation de ce que le corps féminin apporte au film. Ce qui est d'autant plus agaçant, c'est que Janhvi Kapoor n'est pas juste une jeune star décorative qu'on pourrait traiter à la légère. Elle a déjà une filmographie très exposée, elle fait l'objet d'un regard médiatique constant et est issue de l'une des familles les plus influentes du 7e art indien. Sa voix et sa position comptent et devraient lui permettre de ne pas être à ce point instrumentalisée. C'est précisément là qu'on voit comment l'industrie recycle les codes du male gaze sans même essayer de les rendre plus subtils. C'est presque une démonstration de force, mais dans le mauvais sens du terme. Ça me fait penser à ton enquête sur l'obsession du cinéma indien pour le corps féminin que tu as sorti il y a presque 2 ans. Ouais. Parce qu'en fait, Pedi, c'est vraiment ça. On peut bien parler de cinéma de masse, de modernité visuelle ou de grande production, mais si le corps des femmes n'est qu'une exploitation symbolique, alors clairement, il y a encore du chemin à faire. C'est sûr. Sauf que cette fois, l'audience n'a pas été dupe. Après avoir vu le film, beaucoup de gens ont exprimé publiquement leur mécontentement concernant le personnage d'Achiyamma, interprété par Janhvi. Le buzz a été tel que le réalisateur a été contraint de publier des excuses et a promis d'éditer le film pour en retirer les passages problématiques. Je le cite: « En tant que réalisateur, je crois que le cinéma doit divertir, inspirer et créer du lien avec le public. Il ne devrait jamais mettre qui que ce soit mal à l'aise, ni manquer de respect à quiconque. Nous avons entendu vos retours sur Pedli et les avons pris au sérieux. » Si c'est le cas, elle va carrément disparaître du film, non? Complètement. Parce que les retours sur les apparitions de la comédienne sont assez édifiants. Ce ne sont pas juste les vêtements très suggestifs d'Achiyamma qui dénotent, c'est le manque d'estime de soi du personnage et surtout son inutilité patente dans le récit. C'est dingue qu'en 2026, on ait encore droit à ça. C'est même carrément scandaleux, si tu veux mon avis. Hmm. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette logique d'hypersexualisation était déjà perceptible avant la sortie du film. Dans les affiches, dans les teasers, dans les réels, dans les clichés promotionnels, l'actrice était alors un véritable produit visuel avant d'être un sujet. Un avantage marketing plutôt que l'héroïne d'un récit. Il me semble que d'autres actrices ont déjà alerté sur ce problème par le passé, je me trompe? Tu as tout à fait raison. Par exemple, la grande Ratna Pataksha, actrice de statut et figure respectée en Inde, a déclaré au micro de BBC Hindi: « Je ne suis pas prête à faire le genre de rôles qui sont donnés aujourd'hui aux femmes dans le cinéma de masse. » Elle explique par ailleurs que les personnages féminins sont souvent réducteurs, stéréotypés, et qu'on ne donne pas aux femmes la possibilité d'être vraiment des protagonistes à part entière. Je me souviens également de Nithya Menon qui a été encore plus directe. Dans une interview pour Film Companion, elle a dit, je cite, « Je ne veux pas être filmée comme un objet de désir. Je ne veux pas être sexualisée. Je ne veux pas être réduite à mes formes. » Elle a même refusé des rôles parce qu'elle ne voulait pas passer par une érotisation forcée et a souligné que cette façon de filmer les femmes nuit à la crédibilité des personnages et à la qualité des œuvres. Dans ce cas, on pourrait penser que Janhvi Kapoor elle-même n'est pas du tout à l'aise avec cette image. Pourtant, lorsqu'elle s'est exprimée sur le sujet, elle a répondu de manière assez particulière. Dans une interview pour India Today, elle a dit, je cite, «
Je ne me sens pas oppressée, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, je fais ce que le film demande, ce que le directeur photo demande, ce que le réalisateur demande. Ok, elle commence par je ne me sens pas oppressée. D'accord, personne ne l'a forcé, mais ce qui est toxique, c'est le système qui impose cette image, qui impose cette façon de filmer, et visiblement, ça ne lui pose pas de problème de perpétuer ça. Et c'est là qu'on voit la distance entre sa perception et la réalité du système. Elle dit je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Mais l'industrie continue de vendre les actrices comme des objets. Elle ne dit pas je refuse, elle ne dit pas je ne veux pas. Elle dit je fais ce qu'on me demande. Et c'est ça qui est vraiment problématique. C'est triste quand même. On a des actrices qui essayent de se battre, qui tentent de dire qu'elles ne veulent pas être simplement objectifiées, mais l'industrie continue de les traiter de la sorte. Mhm. C'est presque une forme de résistance passive. On écoute, on dit oui oui, comme si on se sentait concerné, et on continue à faire exactement la même chose. Ce qui pose aussi une question plus large. Pourquoi le cinéma indien, même quand il se veut progressiste ou ambitieux, continue-t-il à s'accrocher à une masculinité ultra-dominante et à une féminité mise en vitrine ? Et pourquoi est-ce que, chaque fois qu'une actrice gagne en visibilité, cette visibilité passe par une sexualisation presque systématique ? Ce que tu dis est vrai. Mhm. Et le problème de fond n'est pas seulement esthétique, il est structurel. Il concerne la place donnée aux femmes dans l'industrie, dans la mise en scène, dans l'écriture, dans la promotion, dans le regard des producteurs et plus largement dans le fantasme de ce que devrait être un film indien bankable. Et en plus, ce n'est pas seulement une question de genre, c'est une question de pouvoir. Parce que quand on dit une actrice est bankable si elle est sexualisée, en réalité on dit une actrice n'est bankable que si elle accepte de perdre une partie de son pouvoir d'agir. Peggy, c'est donc un rappel très net que les actrices restent souvent les premières à payer le prix d'une industrie qui adore parler de modernité tout en recyclant les mêmes vieux réflexes. Mm. Et que, même avec des voix comme celle de Ratna Pataksha et de Nitya Menon, le système ne change pas fondamentalement. Exactement, on a les discours, on a les engagements de surface, mais on n'a pas encore les changements. Et c'est là que ça devient vraiment frustrant. Chère Elodie, de quel projet à venir va-t-on parler aujourd'hui ? Changement de registre, et je dois dire que je suis presque étonnée de parler de ce film avec enthousiasme. Parlons de Cocktail 2. Parce qu'honnêtement, au départ, ce projet avait toutes les raisons de me faire peur. C'est la suite spirituelle d'un film quand même devenu culte, ça puait donc le piège à la nostalgie, le recyclage un peu paresseux, ou encore le produit pensé surtout pour capitaliser sur un titre connu et apprécié. Oui, et en plus, il faut être honnête, le cinéma indien nous a habitués à des suites qui n'ont de suite que le nom. Donc quand Cocktail 2 a été annoncé, avec Shahid Kapoor et Kriti Sanon, je me suis dit, bon, on va peut-être encore avoir un objet fabriqué pour le marché, sans vraie nécessité artistique, comme ça avait été le cas de leur précédente collaboration, Teri Batom et Essa Oljajia. Sauf que là, la bande-annonce m'a franchement surprise. Elle annonce quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus chaleureux et surtout une vibe de summer movie qui fait du bien, avec cette impression d'un film qui croit encore aux personnages non toxiques, aux relations qui se construisent sans cynisme et à une forme de romantisme désarmé. Et dans le contexte actuel, c'est presque un soulagement. Parce qu'on voit de plus en plus de films indiens basculer soit vers une politisation très agressive à droite, soit vers l'idolâtrie du mâle alpha tout-puissant, invincible, viril jusqu'à la caricature. Donc tomber sur un film qui semble justement refuser ce modèle-là, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Et du côté de l'équipe, il y a aussi des éléments qui rassurent beaucoup. Le métrage est effectivement dirigé par Omi Adajania, un réalisateur qui a déjà travaillé sur des comédies et satires de qualité comme Being Cyrus, Finding Fanny et évidemment le premier Cocktail. Et ils ont tous des éléments assez proches de ce que promet Cocktail 2. Une histoire sur les relations, amicales et amoureuses, avec des émotions simples et une petite touche d'humour décalé. Et pour la musique, on retrouve Pritam, un compositeur extrêmement connu pour ses contributions aux albums de Edel Hemshkil, Yejavani Hedivani ou encore Love Achkal, qui ont tous une signature musicale très accessible, très mélodique et très péchue. En somme, c'est la promesse de tubes qui devrait envahir vos playlists de l'été. D'autant que, dans ce film, Shahid Kapoor a tout pour être très bien utilisé. Oui, utilisé. Et là, je vais faire une déclaration pleinement assumée et déjà bien connue de nos auditrices et auditeurs les plus fidèles. Asma est amoureuse de Shahid Kapoor, genre vraiment amoureuse. C'est son acteur préféré. T'es sérieuse, tu le dis comme ça ? Tu me jettes en pâture sans ménagement après tout ce qu'on a vécu ? Oui. D'ailleurs, le genre dans lequel tu le préfères, c'est clairement la romance et ce n'est pas pour rien. Je plaide coupable. Dans la romance, Shahid a quelque chose de très particulier. Il peut être vulnérable sans perdre son intensité, et il a cette capacité à rendre crédibles des émotions très simples. Donc oui, je vais le dire maintenant pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, regardez Jabouémet, bon sang, va. C'est une méga pépite, un film qui a tout compris à la dynamique romantique, à l'énergie, au tempo et à l'alchimie entre ses personnages. Et c'est pile ce qui fait que j'ai envie de croire en Cocktail 2. Parce qu'au-delà du casting, il y a l'idée d'une suite spirituelle qui n'est pas simplement une copie du premier film,
mais une manière de reprendre une tonalité, une façon de raconter les relations et de la déplacer vers quelque chose de plus actuel. Le premier cocktail avait déjà ses qualités, mais aussi ses zones franchement discutables. Moi, j'avais peur que cette suite devienne un objet purement financier, surtout après certains mauvais choix récents dans les carrières de Shahid et de Kriti, sans parler de Rashmika Mandanna qui enchaîne, disons-le, les projets pas toujours très heureux. Donc oui, moi aussi j'avais des doutes. Et pourtant, la bande-annonce fait plutôt naître de l'espoir. Le casting a l'air de fonctionner, l'énergie semble plus vive et surtout, on sent un effort pour faire exister des personnages plus authentiques et humains. En somme, pour l'instant, on croise les doigts. Si le film a 1000 façons de se planter, la promesse de départ est plus séduisante que prévu. Et franchement, dans le paysage actuel, ça mérite déjà d'être salué. Mais du coup, ça sort quand? Cocktail 2 sortira en salle indienne le 19 juin prochain. Et oui, c'est déjà fini, ou pas? Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique ou encore livres. Considérez-nous comme vos deux bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. Ma recommandation de la semaine nous emmène sur les traces d'une autrice qui a autant marqué la littérature internationale que les luttes politiques de son propre pays. Sur Arte, ne manquez surtout pas le documentaire Arundhati Roy, l'écrivaine rebelle de l'Inde. Mago, le dieu des petits riens est un de mes livres de chevet. Le fil conducteur du documentaire, c'est la parution de son dernier livre autobiographique, Mon refuge et mon orage, dans lequel, pour la première fois, elle lève le voile sur son enfance et surtout sur sa mère, une femme à la fois féministe, inspirante, mais aussi une figure maternelle violente et exigeante. Waouh, ça s'annonce fort. Clairement. D'ailleurs, Arundhati Roy, c'est aussi une immense militante. Écologiste, défenseuse des minorités, farouche opposante au nationalisme hindou actuel, elle est la cible de nombreuses poursuites judiciaires, mais elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est puissant, c'est tissé de superbes archives et c'est une immense leçon de courage. Vous avez jusqu'au 22 août pour découvrir ce docu gratuitement sur Arte TV. Merci meuf. Mhm. De mon côté, j'avais envie de revenir sur l'épisode tout récent du podcast Bollywood Versus, duquel Elodie et moi étions les invités de Julie et Mélanie pour vous parler de Bangalore Days. Ah là là, on a débattu bec et ongles. De fou. C'est un film malayalam très cher à notre cœur et aussi un film fondateur pour l'industrie kéralaise d'aujourd'hui. On y croise nos regards, on les confronte, on échange, on démonte un peu le film et surtout on essaye de rester honnête avec nos émotions. Le mot d'ordre, c'était vraiment confronter la nostalgie à l'analyse critique. En gros, nous, on a adoré. C'est une petite Madeleine de Proust, même si on est consciente des défauts du film et du fait que certains aspects ont mal vieilli. Mais les filles, elles, n'ont pas aimé. Et c'est précisément ce qui rend l'échange très intéressant. La croisée des regards, l'écart de perception et la manière dont une même œuvre peut produire deux lectures presque opposées. Donc si vous voulez une discussion où l'on aime, où l'on critique, où l'on se contredit un peu, et où l'on parle aussi d'une industrie entière à travers un film, allez écouter cet épisode. Ouais. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez par ailleurs retrouver la version retranscrite de cet épisode sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.